3 ans. À l'échelle d'un supporter, c'est demain. À l'échelle de l'organisation d'une Coupe d'Afrique des Nations, c'est presque déjà trop tard. À peine les projecteurs de la CAN 2025 éteints, à peine les stades vidés de leurs chants, de leurs drapeaux, de leurs larmes et de leurs cris de victoire, qu'un autre dossier, beaucoup plus silencieux, mais infiniment plus explosif, s'impose dans les couloirs de la Confédération africaine de football. La CAN 2028 n'a toujours pas de maison, pas de pays haute claire, pas de visage, pas de certitude. Et le calendrier, lui, continue d'avancer, sans attendre personne. Organiser une Coupe d'Afrique des Nations aujourd'hui n'a plus rien à voir avec les tournois d'hier. On n'est plus dans l'époque où quelques tribunes montées à la hâte, une pelouse entretenue à la dernière minute et une poignée d'hôtels suffisaient à accueillir le continent. La CAN moderne est devenue une opération industrielle à l'échelle d'un État. C'est un dispositif sécuritaire qui mobilise des milliers d'agents. Un réseau de transport capable de faire circuler équipes, officiels, journalistes et supporters entre plusieurs villes, parfois sur des milliers de kilomètres. Des stades non seulement fonctionnels, mais certifiés, testés, homologués, équipés pour la VAR, la diffusion en ultra haute définition, la gestion des flux, la billetterie numérique. À cela s'ajoutent les hôpitaux de référence, les centres médicaux d'urgence, les hôtels aux standards internationaux, les centres d'entraînement, les infrastructures télécom, les fan zones, les protocoles de sécurité internationale, les contrats commerciaux, les exigences des diffuseurs mondiaux. Une CAN aujourd'hui, c'est une Coupe du Monde à l'échelle africaine et chaque édition élève encore le niveau d'exigence. Dans ce contexte, la CAN 2028 ne peut pas être traitée comme une édition de transition. Bien au contraire, elle porte un poids historique que peu de tournois ont eu avant elle. Ce sera la dernière Coupe d'Afrique des Nations avant le passage au rythme quadriennal, la fin d'un cycle, la fermeture d'une époque. Symboliquement, c'est un moment charnière, sportivement, politiquement, économiquement. C'est l'édition qui doit prouver que le football africain est capable d'entrer dans une nouvelle ère avec crédibilité, stabilité et vision à long terme. Une CAN 2028 réussie enverrait un message fort. L'Afrique maîtrise ses grands événements. Ses infrastructures sont au niveau des ambitions. Sa gouvernance est capable d'anticiper, pas seulement de réagir. Mais aujourd'hui, le tableau est plus inquiétant qu'enthousiasmant. À 3 ans de l'échéance, l'absence de pays hôtes clairement établis ne relève plus du simple retard administratif. Elle devient un signal d'alerte. Parce qu'un tournoi de cette envergure ne se prépare pas en accéléré. Les stades ne sortent pas de terre en quelques mois. Les réseaux de transport ne se modernisent pas par décret. Les dispositifs de sécurité ne s'improvisent pas. Chaque mois perdu aujourd'hui se paiera plus cher demain, financièrement, logistiquement et surtout en crédibilité. Ce qui devrait être une vitrine du renouveau africain donne l'impression d'un dossier qui brûle les doigts de tous ceux qui le touchent. Une responsabilité trop lourde, un équilibre trop fragile entre ambition et réalité. Au lieu d'incarner la célébration d'un continent qui avance, cette CAN 2028 ressemble pour l'instant à une pression permanente sur les épaules de la CAF, comme une écharde profondément enfoncée, invisible de loin, mais douloureuse à chaque pas. Et c'est là tout le paradoxe. Jamais le football africain n'a eu autant de talent, autant de visibilité internationale, autant de joueurs dans les plus grands championnats du monde. Mais jamais l'organisation de son tournoi phare n'a semblé aussi complexe, aussi coûteuse, aussi politiquement sensible. La CAN 2028 n'est pas qu'un événement sportif à attribuer, c'est un test de maturité pour tout un système. Un examen grandeur nature sur la capacité du football africain à planifier, à investir intelligemment et à aligner ses ambitions avec ses moyens. Le temps, lui, ne ralentit pas. Et plus l'échéance approche, plus la question devient lourde. La CAF prépare-t-elle une édition historique ou se dirige-t-elle vers une course contre la montre dont le continent pourrait payer le prix ? Sur le plan purement rationnel, l'Égypte apparaît comme la réponse la plus évidente à l'équation. C'est le pays qui coche presque toutes les cases sans avoir à forcer le trait. Une tradition d'organisation, des stades opérationnels, une logistique rodée, une expérience des grands événements qui dépasse largement le cadre continental. Le Caire sait gérer la pression, absorber les imprévus, produire un tournoi solide. Et surtout, il y a ce précédent qui reste gravé dans la mémoire du football africain. En 2019, lorsque la CAF s'était retrouvée dos au mur après le retrait de l'organisation au Cameroun, l'Égypte n'avait pas tergiversé. Elle avait ouvert la porte, allumé les projecteurs et remis la machine en marche.
En quelques mois, le pays avait transformé une crise institutionnelle en compétition réussie. Le spectacle avait été assuré, le calendrier sauvé et plus encore, la crédibilité de la CAF préservée sur la scène internationale. Ce rôle de sauveur, l'Égypte l'a tenu avec efficacité. Mais on ne peut pas demander indéfiniment aux mêmes acteurs d'éteindre les incendies. Car derrière les images de stades pleins et de cérémonies colorées, organiser une CAN est loin d'être une simple vitrine. C'est un engagement financier massif, souvent sous-estimé. Modernisation des infrastructures, sécurité renforcée, logistique interurbaine, mobilisation des services publics. Les dépenses explosent, tandis que les retombées économiques directes restent incertaines et parfois inférieures aux attentes. C'est aussi un pari politique. Un tournoi continental place le pays hôte sous une loupe permanente. Gestion des foules, qualité des infrastructures, organisation, climat social. La moindre faille devient un sujet international. La moindre tension peut se transformer en crise d'image. Autrement dit, accueillir la CAN, ce n'est pas seulement briller sous les caméras, c'est accepter de jouer sa réputation nationale pendant un mois avec des enjeux qui dépassent largement le football. Dans ce contexte, la prudence actuelle du Caire n'a rien d'un désintérêt. Elle ressemble plutôt à un calcul lucide. L'Égypte sait qu'elle a la capacité d'organiser, mais elle sait aussi le prix à payer, budgétaire, politique, symbolique. Et à force d'être appelée pour sauver les situations d'urgence, une question finit par se poser. Jusqu'où peut-on rester le pompier de service sans y laisser de l'énergie, des ressources et une part de son propre intérêt stratégique? Sur le terrain, le tableau est flatteur. Une sélection compétitive, des infrastructures modernisées, des stades rénovés qui répondent aux standards, un public bouillant, connaisseur, capable de transformer chaque match en événement et par-dessus tout, une culture football profondément ancrée, presque identitaire. Sportivement et structurellement, le pays présente le profil d'un hôte crédible. Il y a la matière, il y a l'environnement, il y a l'âme du football. Mais l'organisation d'une Coupe d'Afrique ne se joue pas uniquement à la lumière des projecteurs. Elle se joue aussi loin des tribunes, dans les réunions feutrées, les alliances stratégiques, les équilibres d'influence qui façonnent les décisions. Car une CAN, avant d'être un tournoi, est un choix politique. Le poids d'un pays au sein des instances, sa capacité à fédérer, à rassurer, à convaincre, à s'inscrire dans des dynamiques régionales pèse lourd, très lourd. Et c'est souvent là que certaines candidatures, pourtant solides sur le plan technique, commencent à perdre de l'élan. Sans soutien fort, sans relais influents, un dossier peut rapidement s'essouffler. Les arguments sportifs ne suffisent plus. Les stades, aussi modernes soient-ils, ne votent pas. Les tribunes pleines ne pèsent pas dans les commissions. Les émotions du public ne remplacent pas les équilibres diplomatiques. C'est la réalité parfois brutale des grandes compétitions. Elles se décident autant dans les couloirs que sur les pelouses. Le football vend du rêve, mais son organisation relève d'une mécanique de pouvoir, d'influence et de négociation. Une CAN se prépare avec du béton et du gazon, oui, mais elle s'obtient aussi avec des alliances, de la stratégie et une présence forte dans les cercles où se prennent les décisions. Et tant que cet équilibre-là n'est pas solidement acquis, même la candidature la plus séduisante peut rester au stade de promesse. Son nom circule à chaque discussion, à chaque rumeur, à chaque projection vers l'avenir. Comme un refrain qu'on connaît par cœur, comme une solution évidente que l'on prononce presque par réflexe, mais qui ne se matérialise jamais vraiment. L'Afrique du Sud, c'est le géant naturel quand on parle d'organisation sur le continent. Une histoire avec les grands événements, des stades hérités de la Coupe du Monde 2010. Une expertise logistique reconnue. Sur le plan symbolique, sa simple entrée dans la course change le poids d'un dossier. Mais derrière cette image de puissance, la réalité actuelle est plus nuancée. Le pays traverse une période économique délicate, pression sociale, contraintes budgétaires, priorités nationales multiples. Dans ce contexte, investir massivement pour accueillir une CAN n'est pas une décision anodine. Ce n'est pas qu'une question de capacité, c'est une question d'opportunité politique et financière. Et c'est là que le doute s'installe. Sans un engagement clair et ferme de Pretoria, l'idée d'une candidature régionale avec le Botswana ou la Namibie perd immédiatement de sa solidité. Parce que dans un tel montage, l'Afrique du Sud ne serait pas un partenaire parmi d'autres. Elle serait la colonne vertébrale du projet.
Or, l'écart d'infrastructure entre ces pays est trop important pour imaginer une répartition équilibrée des charges. Les stades, les réseaux de transport, l'hébergement, les capacités médicales et sécuritaires ne sont pas au même niveau. Sans le moteur sud-africain pour porter l'ensemble, la structure se fragilise. On se retrouve alors avec une architecture qui ressemble davantage à une addition de bonne volonté qu'à un projet cohérent. Une candidature qui existe dans les discussions, mais pas encore dans les fondations. Car une CAN ne peut pas reposer sur des intentions. Elle a besoin d'une ossature solide, d'un leadership clair, d'un pays moteur prêt à assumer le poids principal. Et tant que l'Afrique du Sud reste dans une posture d'observation plutôt que d'engagement, son nom continuera de flotter dans l'air, comme une solution idéale qui n'a pas encore décidé d'exister. Sur le papier, l'Éthiopie a tout du récit qui séduit. Un géant démographique de plus de 128 millions d'habitants, une jeunesse nombreuse, une économie qui cherche à accélérer, une ferveur populaire réelle autour du football. Et ce symbole fort, l'annonce de la construction du plus grand aéroport du continent comme une porte ouverte vers une nouvelle ère, tout cela raconte une histoire puissante, celle d'un pays qui veut prendre sa place, qui veut exister autrement que par son passé, qui voit dans le sport un levier d'image, de fierté nationale, de projection internationale. Sur le papier, c'est un projet qui inspire, un projet qui parle de futur. Mais les grandes compétitions ne se jugent pas sur les intentions. Elles se mesurent à l'état des infrastructures ici et maintenant. Et c'est là que le décor change brutalement. Aujourd'hui, aucun stade éthiopien n'est homologué par la CAF pour accueillir une CAN. Oui, le pays dispose de plusieurs enceintes, de plus de 15 000 places, mais la capacité brute ne suffit plus. Il faut des pelouses certifiées, des systèmes d'éclairage aux normes internationales, des dispositifs de sécurité avancés, des tribunes médias, des espaces VIP, des installations VAR, des zones médicales, des accès contrôlés, une logistique télévisuelle complète. Une CAN moderne est une plateforme globale de diffusion. Le moindre détail technique compte. Et sur ce terrain-là, l'Éthiopie part de très loin. Les travaux nécessaires ne seraient pas de simples rénovations. Ce seraient des chantiers structurels, lourds, coûteux, complexes à coordonner. Et surtout, à mener dans un calendrier extrêmement serré, moins de 3 ans. Or, l'histoire récente du football africain est claire. C'est les projets qui reposent sur des promesses d'infrastructures futures sont toujours les plus risqués. Retard, surcoût, ajustement de dernière minute et parfois décisions d'urgence qui fragilisent la crédibilité de l'organisation. Confier le tournoi phare du continent à un pays qui doit presque tout construire en même temps, c'est un pari audacieux. Peut-être porteur d'espoir, mais aussi chargé d'incertitude. Et le football africain a déjà payé cher certains paris organisationnels, des retraits tardifs, des changements d'hôtes dans l'urgence, des calendriers bouleversés. À chaque fois, ce sont l'image, la stabilité et la confiance qui en ont souffert. L'Éthiopie incarne une vision, une ambition, une projection vers l'avenir. Mais une CAN ne se joue pas sur la promesse du futur, elle se joue sur la solidité du présent. Et entre le rêve et la réalité, l'écart reste aujourd'hui immense. Si l'on se place strictement sur le terrain technique, le regard finit presque toujours par se poser au même endroit, Rabat, comme une évidence qui s'impose d'elle-même. Le Maroc a démontré, lors de la CAN 2025, qu'il savait organiser un tournoi continental avec rigueur et modernité. Stade aux normes internationales, réseau de transport maîtrisé, logistique huilée, communication efficace. L'image renvoyée à l'extérieur a été celle d'un pays structuré, capable de livrer un événement de haut niveau. Sur ce plan, peu de candidatures peuvent rivaliser. Mais les grandes décisions ne se prennent jamais uniquement à la surface. Derrière cette vitrine soignée, il y a les cicatrices d'une fin de tournoi tendue. Une finale électrique, des polémiques, des critiques, des tensions qui ont laissé un goût amer. Rien qui efface la réussite globale, mais suffisamment pour refroidir l'enthousiasme d'un pays qui mesure désormais le revers de la médaille. Car accueillir une CAN, c'est aussi accepter une réalité moins visible. Le tournoi est une manne financière pour la Confédération, mais un engagement budgétaire lourd pour le pays hôte. Sécurité, mobilisation publique, infrastructures temporaires, logistique nationale, les dépenses s'accumulent, tandis que les bénéfices directs restent souvent diffus et difficiles à rentabiliser à court terme. Le calcul devient alors froid, presque comptable. Et dans ce calcul, le Maroc a déjà un horizon majeur, 2030. La Coupe du Monde co-organisée représente un objectif stratégique colossal qui mobilise investissement
énergie politique et planification à long terme. À cela s'ajoute l'intérêt pour des événements comme la Coupe du Monde des clubs, plus courts, plus ciblés, plus rentables et surtout moins exposés aux tensions continentales. Dans cette perspective, la CAN 2028 ne ressemble plus forcément à une rampe de lancement. Elle peut apparaître comme une surcharge, un risque supplémentaire dans un calendrier déjà dense, un défi organisationnel de plus à absorber alors que les priorités se déplacent. Le paradoxe est là. Le pays qui semble le plus près est peut-être celui qui a le plus de raisons d'hésiter. Et c'est ce doute marocain qui résume à lui seul toute la complexité du dossier. Parce qu'une CAN ne s'impose pas, elle se porte avec conviction. Sans cela, même la candidature la plus solide peut finir par peser plus qu'elle ne rapporte. Officiellement, le cap est fixé. La CAN 2027 doit se jouer en Afrique de l'Est, portée par le trio Kenya, Ouganda, Tanzanie. Un projet historique, symbole d'intégration régionale, promesse d'un football qui dépasse les frontières pour raconter une histoire commune. Sur le papier, l'idée est magnifique. 3 pays, 3 peuples, une compétition. Un signal fort pour l'unité du continent. Mais l'organisation d'un tournoi ne vit pas de symboles. Elle vit de délais, de grues, de chantiers, de béton, de câbles, de pelouses prêtes à temps. Et c'est là que les inquiétudes montent. Les travaux avancent, oui, mais à un rythme qui ne rassure pas totalement les observateurs. Chaque retard technique devient un sujet, chaque incertitude logistique alimente les discussions en coulisses. À mesure que le calendrier se resserre, le droit à l'erreur se réduit. Alors, forcément, les scénarios extrêmes commencent à circuler. Pas officiellement, jamais officiellement, mais ils existent dans les conversations. Fusion des éditions 2027 et 2028, glissement du calendrier, réorganisation complète du cycle, des hypothèses qui ne sont pas anodines. Elles réveillent une mémoire encore vive dans le football africain. Le retrait de l'organisation au Cameroun, la CAF contrainte d'agir dans l'urgence, l'Égypte appelée en renfort. Un effet domino sur les calendriers, des ajustements en chaîne, une image institutionnelle fragilisée. Ce précédent a laissé une leçon claire. Chaque décision tardive se paie au prix fort, en logistique, en finance, en crédibilité internationale. La CAF connaît cette tempête. Elle l'a déjà traversée. Elle sait la pression médiatique, les critiques, les doutes que cela génère. Elle sait qu'un tournoi mal anticipé peut éclipser le football lui-même et transformer la fête en gestion de crise permanente. C'est pour cela que la situation actuelle est si sensible, parce que le trio est-africain ne porte pas seulement une édition, il porte la stabilité du calendrier futur, la transition vers le nouveau rythme, l'image d'un continent capable de planifier sur la durée, et plus le temps passe, plus une vérité s'impose. Dans l'organisation d'une CAN, le danger n'arrive jamais d'un coup. Il s'installe lentement, mois après mois, à mesure que les retards s'accumulent et que les marges disparaissent. La CIAF a déjà connu le coup d'une réaction tardive. La question aujourd'hui est simple. Saura-t-elle anticiper cette fois ou attendra-t-elle que l'urgence dicte encore ses décisions? La CAF a empilé les décisions stratégiques ces dernières années comme on pose des pièces sur un échiquier, sauf qu'aujourd'hui, la partie devient compliquée à lire. CAN déplacé en hiver, réforme du rythme vers un cycle quadriennal, exigence organisationnelle de plus en plus proche des standards mondiaux. Sur le plan de la vision, ces choix avaient une logique. Moderniser l'image du tournoi, le rendre plus compétitif sur le calendrier international, attirer davantage d'investissements et de diffuseurs. Mais chaque réforme ajoute une couche de complexité. Et toutes ces couches se retrouvent maintenant concentrées sur un même point de tension. 2027, puis 2028. Le problème n'est pas seulement sportif, il est économique, politique, logistique. Beaucoup de fédérations nationales font face à des budgets serrés. Plusieurs États doivent arbitrer entre priorités sociales et investissements dans les infrastructures sportives. Et dans ce contexte, organiser une CAN devient un engagement lourd, risqué, parfois difficile à justifier sur le plan intérieur. Face à cela, le continent ne demande pas des effets d'annonce. Il attend 3 choses simples mais essentielles. Clarté, un cap lisible, des décisions assumées, un calendrier qui ne change pas tous les 6 mois. Réalisme, des choix alignés avec les capacités réelles des pays candidats, pas avec des promesses. Transparence, des critères connus, des processus crédibles, une communication qui rassure. Parce qu'au fond, le plus dangereux pour une institution, ce n'est pas l'erreur, c'est l'improvisation répétée. Et le temps, lui, avance sans émotion. Chaque mois qui passe réduit les marges de manœuvre. Les chantiers deviennent plus urgents, les décisions plus lourdes, les solutions de rechange plus limitées. Alors, quelles options restent vraiment? Forcer la main au Maroc?
Possible, mais seulement si le pays y trouve un intérêt stratégique clair. Parier sur un projet ambitieux mais fragile comme l'Éthiopie, inspirant mais risqué. Revoir le calendrier, solution pragmatique peut-être, mais aveu de difficulté. Aucune voie n'est parfaite. Mais l'inaction est la pire de toutes, car une vérité dépasse les calculs politiques. Le football africain mérite une CAN qui tire le continent vers le haut, pas une édition sauvée dans l'urgence. Aujourd'hui, la CAF joue une partie serrée, une partie où chaque décision engage l'image du football africain pour des années. Et la sensation est là, persistante. Ce n'est plus un feu potentiel, c'est un feu qui couve déjà. La question n'est plus seulement qui organisera, c'est la CAF agit-elle encore avec maîtrise ou commence-t-elle à courir derrière le temps qu'elle ne contrôle plus